Selon une approche globale, sociologique plus que psychologique, la première partie de ces entretiens, qui va de la vidéo 1 à 31, a permis de comprendre comment un système parvient à dérober notre consentement. Et de telle façon, le funeste, c'est-à-dire l'ombre, s'y prend pour arriver à ses fins et obtenir le plus de contrôle possible sur nos vies. Dans la seconde partie qui va de la vidéo 32 à 47, nous avons vu comment la résistance au funeste se met en place grâce aux 6 pétales de vie que sont l'amour, la connaissance, la créativité, l'intégrité, la joie et la liberté. Je remercie Clément d'avoir conduit et enrichi le débat, ainsi que toutes les personnes qui ont accepté d'être interviewées et dont vous avez entendu les témoignages dans les précédentes vidéos. Enfin, pour clore ces entretiens, je laisse la parole à Sylvie. Sylvie est sociologue. Elle nous invite ici à aborder l'article 1131 du Code civil selon un autre angle de vue que je trouve pertinent, parce que son approche complète tout ce qui a été dit jusqu'à présent. L'article 1131 du Code civil dit la chose suivante. Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. Je répète, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. Alors, cette disposition de l'article du Code civil a vocation à protéger la partie dont le consentement est vicié, c'est-à-dire lorsqu'il a été obtenu de façon trouble ou sous la contrainte. En matière de règles déterminant le statut et les relations entre les personnes, un consentement obtenu à la suite de manœuvres, de mensonges, de pression ou de violence, sous quelque forme que ce soit, est juridiquement considéré comme nul. Je précise toutefois que cet article relève du droit privé et de ses débats. Bien, alors, si on sort maintenant de ce langage juridique, si on sort de la bulle du droit privé et que l'on pose et transfère cette question de façon sociologique. Alors chacun d'entre nous est en relation contractuelle, consentie avec l'État, qui est une personne morale. La question devient alors la suivante. Est-ce que le contrat social qui me lie à l'État et à ses représentants échappe à cette règle des vices du consentement ? Autrement dit, si un gouvernement a altéré mon consentement en usant d'erreurs, de manœuvres frauduleuses, de violences physiques ou psychologiques, puis-je annuler mon contrat moral et citoyen avec les gouvernants en raison de ce caractère vicié ? Ces questions posées de la sorte engagent une réflexion personnelle qui concerne tout le monde et qu'il est important d'entreprendre, car on touche là aux fondamentaux de la démocratie, à ce que devrait être une démocratie. Concrètement, avec un exemple, lorsque la santé devient prétexte à empiéter sur les libertés publiques par le biais de mesures inédites de restriction, ces restrictions concernent la liberté de réunion, ou le confinement de toute la population, la restriction de la liberté de circulation, des libertés médicales, de la liberté du commerce et de l'industrie, des libertés culturelles, de la liberté du culte, de la liberté d'expression. Lorsque un état d'urgence n'en finit pas et sert de prétexte à s'octroyer tous les pouvoirs, notamment celui de proclamer la vaccination et le pass sanitaire obligatoire, quasiment, ou de rendre une partie de la population otage d'un faux choix, ne peut-on parler, là aussi, de vice du consentement ? Concernant spécifiquement l'épisode Covid, qui est un exemple significatif, lorsque des études statistiques et épidémiologiques réalisées par des personnes parfaitement compétentes montrent que les chiffres présentés par les médias et les organes publics au sujet de la Covid furent partiels et tronqués, aussi bien en ce qui concerne la mortalité que l'activité hospitalière ou l'efficacité vaccinale, et que, dans tous les cas, les descriptions dramatiques liées à cette épidémie ne correspondaient pas à la réalité des faits mis en avant par les gouvernants. Sur ce sujet, je renvoie à des études argumentées statistiques, comme Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels, ou bien Covid-19, une autre vision de l'épidémie.
Lorsque des généticiens, biologistes, médecins hospitaliers, chercheurs et autres sommités scientifiques avertissent des dangers de la politique sanitaire d'un gouvernement qui persiste à faire la sourde oreille, lorsque le dit État et ses médias refusent d'organiser des débats et que l'on continue de traiter une population saine comme si elle était malade, là aussi les vices du consentement ne sont-ils pas avérés ? Dans la perspective d'une surveillance de masse, le gouvernement, et pas seulement français, a fait subir au peuple des manipulations médiatiques, des pressions et des obligations aboutissant à limiter les libertés, comme si l'état de droit se transformait, sous de fallacieux prétextes, en état de non-droit. Au point que la liberté a fini par être perçue non comme un état normal, mais comme une faveur concédée. Cette question des vices du consentement et de la nullité du contrat ne s'adresse pas ici aux juristes de droit public ou privé, mais à chacun d'entre nous, à chaque citoyen, c'est-à-dire aux citoyens ordinaires comme vous et moi, sous contrat social avec l'État et ses représentants. Accepter de respecter les lois est une chose. Se laisser voler notre consentement sans réagir revient à cautionner une démocratie viciée, impropre à l'usage auquel elle est destinée. Plus généralement, et au-delà de cette affaire de Covid, la question des vices du consentement et de la nullité du contrat concerne toutes les situations de notre vie. Rien ne nous oblige à consentir à ce qui est vicié, toxique ou frauduleux, que ce soit sur un plan personnel, familial, éthique, écologique, scientifique, spirituel ou autre. La nullité d'un contrat matériel ou moral est une option en toute situation. Quant aux causes de nullité, elles sont bien sûr multiples. Juridiquement, une personne dont le consentement a été vicié dépose d'un délai de 5 ans pour demander la nullité du contrat. Alors, si on va maintenant à l'échelle du développement personnel, nous avons toute la vie pour réparer ce qui a été vicié dans nos existences, voire l'éternité si l'on adopte un angle de vue transgénérationnel. Après avoir écouté ces entretiens du début à la fin, entretiens dont la toile de fond est le consentement et la résistance au consentement, je suppose que chacun retiendra ce qui fait sens pour lui en fonction de son histoire de vie, de son expérience, car chacun est roi dans sa maison. J'ai juste envie d'ajouter qu'il ne faut jamais oublier de se préserver et de garder à distance les élites pérorantes, les catéchistes que l'on rencontre à tous les âges de la vie et qui vous font la morale au nom de principes sacrés ou laïques, ou encore les proches venant vous expliquer ce qu'il faut faire pour réussir sa vie. Accueillez l'idée qu'aucun de ceux-là n'est jamais plus souverain que vous-même. Être conscient de cette souveraineté en soi dormant est une nécessité, mais aussi une bénédiction qui fait de chacun d'entre nous ces redoutables et ces formidables êtres humains dont il a été question tout au long de ces entretiens.